Bonjour. Il nous reste quelques personnes quand même dans la salle. Donc vous êtes là pour parler d'un sujet éminemment complexe et intéressant qui est l'open data dans la health tech. Je vais peut-être commencer par le rapport qui est sorti en 2018 sur donc le rapport Ponkouri qui est intitulé « Accélérer le virage numérique », qui traite évidemment des aspects de la question du numérique en santé et les bases de données publiques de santé étant l'un des sujets principaux abordés. Dans un premier temps, et je cite, « Il s'agit de structurer les bases de données des professionnels, des établissements et des patients pour alimenter les capacités de création des services et le big data en santé. » Pourquoi ? Pour faire évoluer le système de soins, évidemment, et pour accroître la compétitivité de la France en matière d'innovation en santé. Comment répondre à ces enjeux ? C'est pour ça que ces messieurs sont là. On a la chance d'accueillir deux personnes qui vont se présenter. Franck, je te laisse le soin de te présenter. Merci Samantha. Franck Lewé. Je suis cofondateur et président de Lifun. Lifun, c'est une start-up qui a 5 ans et qui opère dans le secteur de la santé. On essaye de faciliter l'échange de documents médicaux entre tous les acteurs de système, que ce soit les hôpitaux, des médecins, des patients. La structurer pour faciliter tout ce qu'on peut imaginer sur le parcours patient, etc., et la digitalisation du secteur. Merci. Bonjour Samantha, je suis Pierre-Louis Biagi, je suis chez Orange Business Services, en charge des activités digitales et data. Et ces activités regroupent le pôle santé, qui sont donc toutes les activités d'Orange Business Services dans la santé, et en particulier une de nos filiales qui s'appelle Enovacom, qui est une acquisition qu'on a fait il y a un peu plus de 2 ans, et donc on a des activités autour de l'hébergement de données de santé, de l'interopérabilité des données de santé, et bien sûr de la gestion du parcours patient au sein de la santé. Vous avez déjà acquis mes questions, merci. Quand on parle de données, évidemment, tu me l'as rappelé, Franck, on parle de données, mais on ne parle pas du sujet qui fâche, à savoir l'échange de ces données. La donnée derrière, si elle ne peut être échangée, on parle effectivement de l'interopérabilité des données. Est-ce que Franck, tu peux nous en dire un petit mot, puisque je sais que c'est ton mojo chez Lifun, et un de tes grands enjeux, et je vous laisse après débattre sur le sujet. Oui, la première difficulté, c'est que si on prend un hôpital, on va trouver des centaines de logiciels différents. Si vous imaginez chaque robot qui va vous opérer des yeux, chaque type d'appareil vient avec son logiciel. Donc il y a des centaines d'appareils différents, donc des logiciels, etc. Tous ces logiciels-là ne se parlent pas entre eux. Et donc bien souvent, le seul point commun, c'est j'imprime le document, le compte-rendu médical, le compte-rendu opératoire, et puis je le scanne de l'autre côté. Donc c'est un peu, c'est pas super pour créer des parcours digitaux. Et donc le combat, c'est d'arriver à se brancher à tous ces systèmes-là de manière numérique pour avoir une communication numérique de bout en bout. Et donc il y a nous, on utilise de l'IA pour faire ça, etc., pour contourner un peu les obstacles, mais il y a des standards qui sont en train d'émerger, notamment le standard FHIR, qui est soutenu par tous les GAFA aux États-Unis notamment, qui est en train de s'imposer en France aussi, et qui est de nature à faciliter l'échange et la compréhension des données structurées entre différents types d'acteurs. C'est une espèce de langage commun qui fait se parler les données. C'est ça, à supposer que les gens soient bienveillants des 2 côtés de la chaîne. Voilà. Tout à fait. Oui, en plus de cette interopérabilité, il faut gérer la donnée de bout en bout. C'est-à-dire que, et c'est ce que nous essayons de faire, c'est justement de la gérer depuis ce qu'on appelle chez nous le voyage de la donnée. On va déjà la capturer avec tout l'écosystème de capteurs, etc. Ensuite, il faut la transporter puisqu'elle est souvent pas exploitée sur site ou pas exploitée à l'endroit donné. Ensuite, il faut la stocker. Ensuite, il faut l'exploiter, alors avec tous les sujets d'analyse de la donnée, etc. Et ensuite, grâce à l'interopérabilité, il faut la partager avec l'ensemble des acteurs, et tout ceci dans un environnement hyper sécurisé. Donc le sujet de la gestion de bout en bout avec toutes ces briques est vraiment clé pour avoir un parcours patient digital et un parcours patient fluide et efficace. Pierre-Louis, justement, quand on parle de données, on parle aussi de complétude de cette donnée.
on a dans l'idée d'essayer de produire de manière accélérée cette donnée de santé. Mais ce que vous m'expliquez chez Orange, c'est que vous arrivez à coupler cette donnée de santé avec de la donnée de mobilité, par exemple, pour extraire une valeur. Et en l'occurrence, dans la crise que nous abordons et pendant le confinement, ça a eu un effet bénéfique de pouvoir coupler ces données. Oui, donc effectivement, la donnée de santé est une des choses, mais effectivement, on peut en tirer beaucoup plus de valeur, ou beaucoup de valeur aussi, en la couplant avec d'autres données. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Samantha, durant la crise, on l'a beaucoup couplé avec des données de mobilité. On a une offre qui anonymise les données de mobilité et qui permet de voir les déplacements de flux population. Et donc, en la couplant avec ces données de santé, on a permis, par exemple, d'avoir les capacités de lits d'hôpitaux à l'endroit où les gens étaient et non pas là où ils étaient censés être avant le confinement. On a des tas d'exemples où, par exemple, l'IHU de Marseille couple des données météo avec des données épidémiologiques pour gérer et essayer de modéliser le déploiement de la pandémie. Et on a des exemples assez multiples sur ce genre de choses. Et donc, le fait de coupler ces données a vraiment un apport très fort pour nos clients et pour le patient et l'écosystème santé. Je vais avoir du mal à passer et à faire l'économie du sujet du Health Data Hub et du choix de l'hébergement par Microsoft qui a fait un tollé dans la presse, qui a fait couler beaucoup d'encre, etc. C'est vrai qu'on parle de données aujourd'hui, donc je ne vais pas faire l'économie de cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va arrêter ce débat et est-ce qu'on va pouvoir le clôturer aujourd'hui au France Digital Day? Alors, je ne sais pas si je pourrais arrêter le débat. En tout cas, je peux vous donner mon point de vue sur la question. Pour moi, faut arrêter de se plaindre du Health Data Hub. Le Health Data Hub utilise un hébergeur agréé santé. Donc, s'il y a une question à poser à quelqu'un, c'est est-ce que Azure mérite d'être agréé santé? Est-ce qu'ils prétendent toutes les garanties nécessaires? Si oui, qu'ils soient éligibles. Et s'ils sont éligibles, n'importe qui pourra l'utiliser. En tout cas, il ne faut pas se plaindre du Health Data Hub d'utiliser un hébergeur agréé santé. Non, on ne se plaint pas du Health Data Hub. On se plaint du choix d'un acteur, en l'occurrence Microsoft, dans l'hébergement des données de santé qui sont des données critiques. Et on a un hébergeur en France, dont on taira le nom et que tout le monde connaît, qui n'est pas agréé. J'entends le point qu'il est devenu. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'on fait quoi? On baisse les bras sur le cloud ou qu'est-ce qui se passe? Et je ne devrais pas poser cette question à vous. On aurait voulu qu'il y ait un acteur du Health Data Hub ici ou du gouvernement. Je peux peut-être compléter ce que disait Franck. Voilà, aujourd'hui, je pense que déjà, d'avoir une notion de Health Data Hub et de centraliser les données de santé, c'est une super idée. Il faut y aller. C'est la façon, comme je l'ai dit, de déployer ce parcours numérique santé. Après, il faut effectivement que les solutions soient agréées HDS. Alors, il y a Azure en est une et d'autres solutions en sont une. Déjà, on part d'un existant qui n'est pas simple, on ne part pas de zéro. Donc il y a d'abord tout l'existant d'hébergeurs de données de santé d'Orange qui est agréé et qui héberge les santé, qu'il va falloir, je dirais, connecter à ce Health Data Hub et petit à petit faire fonctionner le tout. Et puis ensuite, dans les évolutions, c'est un sujet qui n'est pas statique. Il va falloir aussi qu'on rentre en tant que fondateur aussi de souveraineté des données. Il va falloir bien évidemment que ces sujets évoluent dans ce cadre-là sur les données de santé. Voilà. Donc on n'est pas sur un sujet hyper statique, on est sur un hyper dynamique, prenant l'existant, passant par un développement qui doit être accéléré, et c'est une très bonne chose, et ensuite qui doit évoluer tout en gardant la souveraineté des données et cette flexibilité, quoi. Vous parliez effectivement d'initiatives étatiques et de la prise de conscience des pouvoirs publics. Il y a eu évidemment plein d'initiatives qui ont émergé. On pense au Ségur de la santé avec ce gros volet de la transformation digitale. Il y a quand même un volet de rattrapage du retard numérique d'1,4 milliard. Donc c'est pas négligeable. On parle de Ma Santé 2022, évidemment. On parle d'une charte commune qui est soutenue par France Digital et proposée par le DNS du gouvernement et Dominique Pont qui agrège
à peu près 200 startups adhérentes de France Digital. Donc, c'est petit clin d'œil à France Digital. Le gouvernement s'est engagé dans cette charte à être transparent et co-construire avec nous tous, la roadmap du numérique de santé. Côté État, on martèle souvent ces partenariats publics-privés. Comment on fait pour s'assurer que les startups, les industriels et les pouvoirs publics soient ensemble dans cette problématique-là, qui est ce partenariat public-privé? Nous, en tant qu'investisseurs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de nos startups. C'est comment accéder à ce marché-là des pouvoirs publics, du public, de la PHP en l'occurrence. Votre avis là-dessus, messieurs, qui veut? Déjà, je dirais que ça fait du bien d'avoir des gens comme Dominique Pont au gouvernement qui dépoussièrent un peu tout ça et essayent de bouger les choses. Après, il reste énormément d'obstacles. On va parler des marchés publics, mais c'est un obstacle majeur pour l'innovation, pour l'État et pour les startups qui grippent la mécanique, qui fait que c'est compliqué de travailler ensemble. Et on en parlait encore récemment avec le ministre de la Santé. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose là-dessus. Donc, ça va rester d'être compliqué, malheureusement. C'est l'accès aux appels d'offres, c'est la... Je vous en prie, vous vouliez intervenir, pardon. Enfin, je pense qu'effectivement, ça reste compliqué. Je vais vous citer l'exemple chez nous. Là. Chez nous, chez Orange Business Services, justement, on n'a pas intégré toutes nos entreprises santé dans la grosse Orange Business Services. On a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a mis toutes nos activités santé dans la start-up ou dans la petite entreprise Enovacom qui grossit, qui porte nos activités parce qu'elle a une spécificité dans le domaine du vertical santé qui est très importante. Et grâce à cette combinaison, je dirais, on arrive à la fois à être agile, à avoir ces partenariats public-privé, et puis aussi à embarquer avec nous un certain nombre de startups qui font que, globalement, on arrive à embarquer ces gens-là. Bon, bien sûr, c'est toujours compliqué, ça reste compliqué, il faut des garanties, des trucs, des cela, mais d'un autre côté, c'est un gage de pertinence de nos solutions, et c'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on est bien plus pertinent avec des acteurs spécifiques. En tout cas, une piste, je pense, qui est intéressante, c'est au lieu de systématiquement passer par les appels d'offres, essayer d'organiser des marchés. Parce que si on organise un marché, par exemple, en subventionnant un type d'acte ou un type d'opération, par exemple, échanger un document médical ou autre, ou le ranger dans le BMP, peu importe, dans ce cas-là, on permet à la libre concurrence de s'organiser et à chacun des acteurs d'innover en fonction de ses capacités, etc., plutôt que d'avoir l'approche un peu toujours compliquée d'appel d'offres, de titulaires uniques, etc., etc. Il y a une initiative en Allemagne qui a émergé en ce sens, qui permet à des startups pour qui l'appel d'offres est compliqué à aller chercher pour plein de raisons de complexité, de faire des sortes de POC. Alors on parle du remboursement pour le monde de la santé, mais effectivement de faire des POC pendant 12 mois pour voir si ça marche, pour après accéder au marché directement. Je pense que c'est une initiative que notre gouvernement devrait prendre en compte. Et je pense aussi que moi j'ai quelques exemples où la crise a favorisé ce genre de choses. C'est-à-dire que sous l'urgence, il a fallu conclure des marchés en 3 jours, déployer en 1 semaine, et ça a balayé énormément de contraintes. Franchement, nous, on a des réalisations très importantes qui ont été faites par notre activité et qui a été faite en 3 jours en balayant beaucoup de contraintes, donc très accessibles à l'ensemble des startups. C'est sûr que les fast track ont aidé beaucoup les grands groupes, même quelques-unes de nos startups, à aller plus vite dans les essais, etc. Très bien. Pour conclure, parce que je vois l'heure tourner, quand on parle de données, on parle de propriété de la donnée. La propriété de la donnée de santé, elle appartient aux patients. On voit une grande mouvance arriver aux États-Unis qui est celui de la médecine continue personnalisée. Est-ce qu'elle arrivera en Europe et quand? Le momentum de marché, on ne l'a pas encore. Mais cette logique de dire que le patient est propriétaire de sa donnée et que c'est à lui de savoir s'il a envie de la partager et à qui. Je ne ferai pas la boutade à Franck en disant que c'est un peu l'équivalent du cookie dans la vraie vie, mais quand même. Vous voyez cette mouvance-là sur vos marchés respectifs, sur ce côté personnalisation de la donnée et partage de la donnée qui ne tient qu'au patient lui-même, puisque cette donnée patient lui appartient.
Ouais, bah, pour moi, il y a deux façons de pénétrer le marché. Soit on part du patient et on essaie d'offrir avec un device ou avec quelque chose de particulier, ou de l'IA, une expérience qui va être enrichissante pour le patient. Soit on part des professionnels de santé, quitte à embarquer le patient avec. C'est ce qu'on fait chez Lifen, c'est ce que fait Doctolib par exemple, qui est du B2B, mais qui parle aussi aux patients. Et donc je pense que les deux approches, elles sont intéressantes. Elles vont forcément devoir se réconcilier à un moment donné si on veut avoir la vision complète de l'écosystème. Oui, je pense effectivement il faut déjà partir des données du système de santé, essayer effectivement de les fluidifier comme on essaye de les faire. Elles sont liées à un patient, donc il faut à un moment donné que le patient, s'il peut en donner l'accès, donne son consentement. Donc il y a un sujet de consentement du sujet. Il faut que nous, en tant qu'industriels, on assure la sécurité et la confidentialité de ces données, parce que c'est sûr que s'il y a un manque de confiance, on n'aura jamais le consentement du client. Donc il faut qu'on soit irréprochable sur ces aspects de sécurité et de confidentialité. Et ensuite, bien sûr, je pense qu'il y a des tas de bénéfices à avoir. Cette donnée est censée sauver des vies, nous permettre de vivre plus longtemps, mieux, de diagnostiquer des maladies, etc. Et on parlait de croisement de données. Si en plus on les croise avec je suis allé dans tel pays il y a tel jour, enfin il y a une semaine, etc. Donc on peut améliorer le diagnostic. Mais là, très vite, il faut un consentement fort du patient, parce qu'autrement, on tombe dans le débat du flicage, etc., qu'on connaît tous. Parfait. Nous voulions conclure là-dessus. Il nous reste 2 minutes 49. Je vais hijacker le truc. Je ne sais pas si les autres panels ont posé des questions, mais moi, j'aimerais bien entendre l'auditoire sur la donnée patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Une question? Pas de questions? Non? Eh bien, je vous demande d'applaudir mes deux co-panélistes. Merci beaucoup. Merci. Allô, ne partez pas, on a une information extrêmement importante à vous dire. Donc on accueille ici Estelle Delahaye. Et on a envie de vous dire 2 choses extrêmement importantes. La première chose, c'est merci d'être venu. C'était un pari énorme pour France Digital de maintenir un événement physique. Toute l'équipe a eu les genoux qui tremblent pendant à peu près depuis 2 mois. Et la seule chose qui compte, c'est que vous soyez venus. Donc, vous n'êtes pas tous dans cette salle, mais pour ceux qui sont dans la salle et pour les autres, merci beaucoup. La deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est que cette scène a été dédiée à l'impact. L'impact, ce n'est pas en une demi-journée qu'on en fait le tour. La seule chose dont on a fait le tour, c'est le fait que l'impact et la technologie sont intimement liés, à la fois dans ses risques et dans ses bénéfices. Donc, on est au début d'une histoire, et si la croissance de la tech est au service de l'impact, c'est tout le monde qui se transforme. Donc, ce n'est pas les exemples que vous avez vus qui comptent, c'est ce que vous allez faire vous. C'est ce qu'on fera tous ensemble. Mais on ne peut plus aujourd'hui penser à la tech sans passer à l'impact. Et pour toute cette scène, je voudrais remercier Estelle. Estelle, qui est la responsable de tout ce qui est impact chez France Digital, qui est responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui, de plein d'autres choses. Donc vraiment, merci et bravo. Et Estelle a une information extrêmement importante à vous dire. Estelle, à toi. Merci Axel. Donc deuxième information extrêmement importante, c'est que les Talent Awards se poursuivent donc sur la scène Talent, qui est la scène extérieure. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et ensuite, oula, ça bug un petit peu. Et ensuite, nous pourrons boire une bière collectivement, tous ensemble. Très bonne soirée. Alors, moi j'ai une mauvaise nouvelle, il faut attendre la fin des Talent Awards pour boire la bière. Donc c'est une bonne idée pour aller voir les Talent Awards. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.